Dans la précédente partie de cette série, je vous livrais un état des lieux étonnant des connaissances scientifiques sur la méditation de pleine conscience. Comme nous l'avons vu, ses effets sur notre santé mentale et physique, sur notre plasticité cérébrale et sur nos capacités cognitives comme l'attention, ne sont pas franchement à la hauteur des promesses qui circulent à son sujet. Si vous n'avez pas encore écouté cette plongée vertigineuse dans les entrailles de la recherche scientifique sur la mindfulness, je vous encourage à le faire dès maintenant. C'est une étape indispensable pour bien comprendre ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour les autres, j'aimerais répondre à certaines de vos remarques sur le précédent volet en précisant 2 choses. Tout d'abord, on pourrait se réjouir que certains programmes fondés sur la mindfulness obtiennent parfois des résultats équivalents à ceux de groupes contrôle proposant de la thérapie cognitive et comportementale ou de la psychoéducation. Mais un facteur important est à garder en tête. Ces programmes, en plus d'intégrer des exercices de méditation et de yoga, incluent de la TCC de 2e vague et de la psychoéducation. Donc, lorsque leurs résultats ne sont pas supérieurs au groupe contrôle, la question est: qu'apporte réellement la méditation qui est à l'origine même de la création de la MBSR, de la MBCT et de leurs nombreuses variantes? Ensuite, l'état de l'art que je dresse n'est pas un avis personnel. Il correspond au consensus dans le milieu de la recherche sur la mindfulness, y compris, comme nous allons le voir, de la part des plus grands chercheurs défenseurs de cette pratique. Que les médias et certaines organisations privées ou institutionnelles ne rendent pas compte des limites de la méditation de pleine conscience n'y change rien. Le panorama du jour viendra confirmer ce constat. Il y sera question de performance au travail et dans le sport de haut niveau, d'un serial killer néo-nazi, de méditation compassionnelle et des critiques qui montent au sujet des différents programmes basés sur la pleine conscience. C'est parti pour ce 5e volet. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Savez-vous que ce podcast d'éducation à la pensée critique appliquée à soi, en plus d'être indépendant, gratuit et sans publicité, a un modèle économique particulièrement osé ? Depuis sa création en 2019, il est exclusivement financé par vos dons. Moi, je trouve ça beau et je suis toujours autant touchée par le geste de celles et ceux grâce à qui je peux être rémunérée pour ce travail à plein temps, mais aussi grâce à qui sont rémunérées chaque mois 4 à 5 personnes qui œuvrent dans les coulisses pour que MetaChoc continue de nourrir les 2 hémisphères cérébraux de centaines de milliers d'auditeurs et auditrices. J'ai bien conscience que l'espacement des dernières publications a pu dissuader certains de s'engager sur cette voie, mais sachez que de mon côté, le travail est toujours aussi intense et quotidien. Alors un grand merci, parce que votre soutien m'est indispensable. Et pour celles et ceux qui pensent que cette aventure humble et superbe doit continuer d'exister, lancez-vous, mettez sur pause et suivez le lien en description qui vous permettra de faire un don ponctuel ou mensuel sur les plateformes Tipeee, Paypal ou Libérapay. Je compte sur vous. C'est important. Vraiment. Et maintenant, sans plus attendre, chronique de la spiritualité contemporaine saison 2, épisode 6, la méditation. Au-delà du champ biomédical, la méditation de pleine conscience a su faire sa place en entreprise, portée par des formateurs et des coachs qui la présentent comme une stratégie gagnante. Ils promettent le bien-être aux travailleurs et la productivité aux organisations. En 2016, un quart des employés aux États-Unis pratiquaient déjà le programme MBSR de Jon Kabat-Zinn pour améliorer leur réponse au stress. Si les startups de la Silicon Valley sont évidemment bien connues pour leur intégration de la méditation, Google, Facebook, Twitter, Apple, etc., d'autres entreprises plus conventionnelles s'y sont aussi mises. Par exemple, la multinationale agroalimentaire General Mills, propriétaire des glaces Häagen-Dazs et des céréales Cheerios, propose un programme de leadership en pleine conscience mêlant méditation, yoga et dialogue attentif. De son côté, la compagnie d'assurance américaine cotée en bourse Aetna, spécialisée dans la couverture santé des salariés, non seulement forme ses propres dizaines de milliers d'employés à la mindfulness, mais offre aussi ce programme à ses clients. Le cas le plus emblématique reste tout de même celui de Google, sa dizaine de cursus de méditation et ses déjeuners conscients pendant lesquels les employés mangent en silence au son de cloches de prière bouddhistes zen.
Dès les années 2000, la méditation a été portée au sein du groupe par son Monsieur Bonheur Maison, Chad Meng Tan, un ingénieur informatique promu au fil des ans au poste de Jolly Good Fellow, qu'on pourrait traduire en français par « joyeux camarade ». C'est lui qui est à l'initiative en 2017 du fameux cours Search Inside Yourself, ou Chercher à l'intérieur de soi, dont il a tiré un livre à succès. Le programme, qui croise pleine conscience et intelligence émotionnelle, indique, je cite, « Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent la méditation sont moins stressées et progressent au sein de l'entreprise. Des bienfaits significatifs sont observés après seulement 8 semaines d'entraînement. » Les bénéfices du cours sont ainsi décrits. Développe le potentiel de leadership, augmente l'efficacité, l'engagement des salariés, favorise la communication dans les équipes et la capacité de création d'une culture positive. Améliore performance et collaboration, augmente la capacité de concentration, la mémoire et la capacité d'adaptation au changement. Favorise l'empathie et l'aisance dans les relations. Favorise bien-être et satisfaction au travail, renforce l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, le bonheur et la satisfaction au travail. Réduit les symptômes du stress. Fin de citation. Cette énumération va dans le sens de ce que les promoteurs de la mindfulness en entreprise véhiculent communément suivant 2 axes. D'une part, la pratique améliorerait la santé mentale des employés et réduirait l'absentéisme. D'autre part, elle renforcerait la capacité d'attention, le contrôle de soi, la flexibilité, l'autodétermination, l'empathie et l'efficacité. Ces bénéfices, valables pour un large éventail de métiers et de situations, s'expliqueraient par le fait que les employés, en travaillant en pleine conscience, en se focalisant sur le moment présent, attentifs aux événements extérieurs et aux réactions intérieures, seraient en mesure de mieux réguler leur expérience affective et physiologique, ce qui les rendrait moins susceptibles de commettre des erreurs de jugement. La pleine conscience permettrait aussi d'augmenter les émotions positives, de diminuer les risques de dépression et de burn-out, et finalement ouvrirait la voie à la réussite professionnelle de tout un chacun. Une fois encore, les promesses sont nombreuses, et si vous avez écouté le précédent volet de cette chronique, vous avez sans doute remarqué qu'elle semble aller à l'encontre des résultats de la recherche dans le domaine biomédical. Mais peut-être les spécificités de la vie professionnelle sont-elles favorables à des résultats différents. Allons donc voir ce que nous dit la recherche sur les bienfaits de la méditation dans le milieu du travail. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La recherche sur les interventions de pleine conscience au travail montre des résultats hétérogènes, parfois contradictoires et globalement inexploitables. Une revue de la littérature publiée en 2016 explique particulièrement bien le phénomène. Elle analyse une sélection des 40 études les plus solides sur la méditation au travail, portant majoritairement sur des interventions de type MBSR, mais aussi de type thérapie ACT et de méditation compassionnelle. Résultat, certaines études montrent une amélioration du bien-être, de la santé mentale et de l'engagement au travail, tandis que d'autres font état d'une plus faible satisfaction au travail, d'une augmentation du stress, de l'anxiété et des émotions négatives. Plus généralement, rien n'indique que la méditation de pleine conscience réduise les risques de burn-out. Au final, non seulement ces résultats sont pour le moins insatisfaisants, mais ils font craindre l'apparition de problèmes chez les employés et au sein des organisations. Alors, pourquoi autant de disparités dans les conclusions de ces études ? Tout d'abord, les programmes passés à la loupe sont très variés puisqu'ils sont en réalité des adaptations plus ou moins standardisées du programme étalon MBSR, celui-ci ayant été conçu pour traiter des patients et non pour améliorer la vie au travail. Concrètement, cela signifie que chaque chercheur, chaque formateur ou chaque entreprise fait les choses à sa sauce. Ensuite, si l'on s'intéresse à la manière dont ces 40 études ont été menées, on se rend compte que les protocoles présentent des problèmes méthodologiques majeurs. Les auteurs observent que la moitié seulement des études sont randomisées et dotées d'un groupe contrôle. Ces critères sont pourtant vitaux si on veut étudier la validité propre d'une intervention de pleine conscience et limiter les biais. Mais ce n'est pas tout. Dans le lot, une seule étude, j'ai bien dit une seule, compare le programme de méditation de pleine conscience à un groupe contrôle actif, en l'occurrence à un programme de réduction du stress basé sur le yoga.
Enfin, ces études se fondent le plus souvent sur des effets auto-rapportés par les participants sans les croiser avec des mesures objectives. Parmi les 40 publications scrutées par cette revue de littérature, seules 2 comparent des déclarations subjectives à des données étalonnées concernant les processus cognitifs et émotionnels des méditants. En bon sceptique que vous êtes, vous pourriez me dire « Oui, mais depuis cette revue de littérature en 2016, d'autres études ont sans doute pu mieux nous éclairer sur les effets de la méditation au travail. » Eh bien non. Les méta-analyses publiées depuis ne font que confirmer ce schéma. Des études généralement non randomisées et sans groupe contrôle actif, se fondant exclusivement sur les déclarations des participants. Le cocktail parfait pour des résultats biaisés et hétérogènes. Il est donc littéralement impossible de déterminer si les interventions fondées sur la pleine conscience ont un réel intérêt en entreprise. Dans ces circonstances, on peut se demander si l'introduction massive de la méditation en entreprise n'est pas simplement une injonction de plus faite aux salariés de s'adapter à leurs conditions de travail, au nom de leur propre bien-être. Alors qu'on sait que ce sont précisément ces conditions de travail qui sont la première cause de stress, de burn-out, de dépression et d'absentéisme. La méditation de pleine conscience n'a pas pour but de s'attaquer aux problèmes systémiques au travail, comme les inégalités hommes-femmes, le harcèlement, la compétition ou la performance à tout prix. Elle nous propose au contraire de mieux gérer ces contraintes, de nous y habituer. Par un formidable tour de passe-passe, l'employé devient responsable de sa santé et de son bien-être, et les questions organisationnelles sont reléguées au second plan. J'en profite pour rappeler que la qualité de vie au travail, ce n'est pas un baby-foot dans le hall, des activités de méditation ou de yoga le midi et des pizzas gratuites. Non, la fameuse QVT, c'est avant tout avoir une chaise confortable, des moyens adaptés aux tâches demandées et la reconnaissance du travail accompli. Malgré ces sujets de préoccupation, le marché de la pleine conscience ne cesse de croître et certains universitaires continuent d'annoncer des effets favorables sur le leadership, le burn-out, l'attention, la dépression ou le stress au travail, en utilisant le conditionnel ou pas. En France, par exemple, le médecin rhumatologue Jean-Gérard Bloch, formateur certifié MBSR et vice-président de l'ADM, Association pour le développement de la mindfulness, a non seulement mis sur pied le diplôme universitaire Méditation et neurosciences à l'Université de Strasbourg, mais a aussi lancé en 2020 le diplôme universitaire Leadership, Méditation et Neurosciences à l'École de Management de Strasbourg. Cette formation propose aux dirigeants et managers de cultiver un leadership responsable, soucieux d'éthique dans la prise de décision stratégique. Il leur en coûtera 8 500 € pour 200 heures de cours. Dans un registre voisin, le sport de haut niveau est lui aussi avide d'augmenter la performance et la capacité d'attention des athlètes. C'est donc assez logiquement que la méditation de pleine conscience est désormais proposée aux sportifs dans le but de diminuer l'anxiété et le pessimisme et d'obtenir un meilleur flow, souvent au travers d'une thérapie d'acceptation et d'engagement ACT. Contrairement à l'approche classique de contrôle des processus cognitifs et émotionnels, il s'agit plutôt ici d'apprendre aux athlètes à lâcher prise pour adopter une posture de non-jugement envers leurs pensées et émotions parasites. Intéressant. Allons voir ce que disent les études. La recherche sur la méditation dans le sport est peu développée, mais plusieurs méta-analyses nous permettent tout de même de savoir si sa promotion actuelle est justifiée. Globalement, les résultats sont présentés comme positifs, sauf au sujet du burn-out, mais ils reposent en réalité sur un nombre limité d'études, entre 10 et 20 par méta-analyse, et de très faible qualité, puisque se côtoient des études de cas individuels, des études non randomisées et sans groupe contrôle actif. On est très très loin d'observations généralisables. En 2023, une méta-analyse tente tout de même d'obtenir une vision d'ensemble en utilisant des critères de sélection plus stricts. 12 études randomisées et avec groupe contrôle sont retenues. Là encore, hélas, l'analyse ne se base que sur de l'autodéclaratif, sans évaluation biologique ou cognitive des participants, et 8 études sur 12 comparent en réalité les personnes formées à la pleine conscience à un groupe soit ne recevant aucun traitement, soit sur liste d'attente. Donc, seules 4 études ont un groupe contrôle actif, recevant une formation aux compétences psychologiques, au contrôle de l'attention ou à la relaxation, ce qui est un peu court pour produire une méta-analyse fiable. À cela s'ajoute le fait que les approches évaluées sont diverses
MBSR, MBCT, thérapie ACT incluant de la méditation ou programme mixte, et que ces 12 études s'intéressent à des sujets variés, dépression, anxiété, bien-être, stress. Tout cela fait, par exemple, que les résultats négatifs concernant le traitement des symptômes dépressifs se fondent sur seulement 2 études, et que les résultats positifs concernant la thérapie ACT d'acceptation et d'engagement en pleine conscience se fondent sur 3 études, pour un nombre total de 96 participants. Bref, cette méta-analyse brasse de l'air en tentant de compiler des données extrêmement hétérogènes et en annonçant des scores positifs face à un groupe contrôle passif, mais aucun effet face à un groupe contrôle actif. Les auteurs ont beau encourager la production d'études de meilleure qualité, ils concluent tout de même, dans un optimisme ambivalent, les résultats peuvent être qualifiés de prometteurs et provisoires. Notons au passage que cette méta-analyse a été réalisée par des chercheurs de l'Oxford Mindfulness Center, notamment financée par le plus gros organisme de promotion de la méditation de pleine conscience, le Mind and Life Institute, dont je vous parlerai en détail dans une prochaine partie. En parallèle des annonces de bienfaits psychologiques et physiques, les effets sociaux de la méditation font de plus en plus parler d'eux. En particulier, le fait que sa pratique permettrait de développer des comportements prosociaux, comme la compassion, l'empathie, la connexion sociale, et diminuerait l'agressivité et les préjugés. Très tôt, Facebook s'intéresse à cet aspect, en mettant notamment en place en interne des journées de recherche de la compassion, pour lesquelles des universitaires de Harvard et Yale viennent enseigner la compassion bouddhiste aux employés du réseau social pour les aider à améliorer les outils de lutte contre le harcèlement en ligne. La science a-t-elle quelque chose à nous dire sur tout ça ? Oui, bien sûr. En 2017, une méta-analyse se penchant sur l'impact de la méditation sur l'empathie, la compassion et les comportements prosociaux fait état d'un effet faible à modéré. Mais là encore, les données des études sont issues de l'autodéclaration des participants et non de mesures réalisées par les chercheurs. Des résultats à fortement relativiser quand on sait par exemple que les personnes interrogées sur leur qualité sociale ont tendance à les surévaluer à cause de ce que l'on appelle le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire le fait de vouloir se présenter sous un jour favorable. L'année suivante, en 2018, une revue de la littérature, publiée dans Scientific Reports par une chercheuse en psychologie néo-zélandaise, révèle que les effets de la méditation sur la compassion ne sont significatifs que lorsque les participants sont en bonne santé, et que les effets les plus positifs sont en réalité liés à des lacunes méthodologiques. Elle met par exemple en lumière que les niveaux de compassion augmenteraient à 2 conditions, si l'instructeur est aussi l'auteur de l'étude, et si le groupe contrôle est sur liste d'attente, donc passif. Elle suggère finalement que proposer une autre activité comme regarder des vidéos de nature pourrait produire un résultat similaire à la méditation. En réalité, méditer ou faire les choses en pleine conscience ne garantit en rien l'éthique ou l'altruisme. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a beau avoir passé beaucoup de temps en position du lotus, il est de notoriété publique qu'il payait ses sous-traitants des salaires de misère, se défoulait sur ses subordonnés et se garait sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. On pourrait rétorquer qu'il n'avait pas compris l'essence de la pratique, mais l'histoire humaine nous montre que la méditation peut servir des fins peu honorables, ses effets étant liés au contexte, aux objectifs et aux valeurs du méditant. L'apparition de la méditation de pleine conscience il y a plus de 2000 ans n'a su garantir ni morale ni compassion. Au Japon et en Chine, jusqu'au XXe siècle, la technique était utilisée pour améliorer la performance des guerriers et leur faire surmonter leur réticence à tuer. Cela peut sembler contradictoire avec l'idée d'un bouddhisme pacifiste, d'autant que l'un des premiers préceptes du Bouddha Gautama est de ne pas tuer d'êtres vivants. Mais le bouddhisme Mahayana, à partir duquel s'est développé le zen, élève l'état d'esprit non-duel au-dessus des problématiques éthiques, en considérant que tous les phénomènes sont mystérieux et insaisissables, vides de toute essence fixe. Un fameux maître du XVIIe siècle disait à ses élèves samouraïs « L'épée brandie n'a pas de volonté propre, elle est remplie de vide. L'homme qui est sur le point d'être abattu est aussi fait de vide, et celui qui manie l'épée tout autant. »
Voilà pourquoi le sacrifice des pilotes kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale fut salué comme un signe d'illumination. Plus récemment, les moines bouddhistes de Birmanie et du Sri Lanka ont souvent été à l'initiative du massacre de populations musulmanes locales, de discrimination et de haine de classe. Quant à la tradition monastique bouddhiste du Tibet, elle a permis la mise en place d'un régime autocratique et d'un système de servage particulièrement cruel. Comme nous l'avons vu dans la partie 3 sur la méditation transcendantale, de nombreux pays ont intégré la méditation à la préparation au combat des soldats. La mindfulness ne fait pas exception puisque Jon Kabat-Zinn lui-même a approuvé l'introduction de cette technique au sein de l'armée pour améliorer non pas la compassion des combattants, mais bien leur efficacité opérationnelle. Telle que présentée par Mathieu Ricard et d'autres porte-paroles de la méditation compassionnelle, celle-ci ferait surgir un changement éthique majeur par le simple fait de porter son attention sur le moment présent, sans jugement. Cette transformation serait la conséquence naturelle de la posture bienveillante de l'instructeur et d'une pratique menant à la découverte de soi. C'est bien vite oublier que le non-jugement peut, à lui seul, empêcher la réflexion morale et s'accommoder de toute valeur culturelle dominante. Une étude publiée en 2021 et portant sur près de 700 participants a montré que la pleine conscience peut en effet augmenter l'égoïsme. Comparé au groupe contrôle, la mindfulness a conduit à la diminution du comportement prosocial. Les individus dont la construction personnelle était plutôt indépendante sont devenus moins prosociaux, tandis que les individus plutôt interdépendants le sont devenus plus. La promotion de la méditation de pleine conscience dans nos pays individualistes pose donc d'autant plus questions que la construction personnelle centrée sur soi, généralement prédominante, rend la méditation potentiellement préjudiciable. Une autre étude publiée en 2022, portant sur 1400 participants, a également montré que la méditation focalisée sur le souffle peut atténuer chez le méditant la relation entre transgression et désir de comportements prosociaux réparateurs. Un cas me semble particulièrement emblématique de tout cela, celui du tueur de masse norvégien Anders Behring Breivik. En 2011, il fait exploser une bombe à retardement près d'un édifice gouvernemental dans le centre d'Oslo, tuant 8 personnes. Au même moment, il abat à l'arme à feu 69 personnes dans un camp de vacances pour jeunes du Parti travailliste de Norvège, pour la plupart des adolescents. Néo-nazi et antiféministe assumé, il agit pour la sauvegarde de la race blanche. À l'issue de ce plan préparé de longue date et publiquement revendiqué, il explique au psychiatre chargé de déterminer son aptitude à être jugé qu'il a utilisé la méditation pour engourdir toute la gamme des émotions humaines, du bonheur au chagrin, au désespoir et à la peur. Pour gagner en force mentale et endurcir son cœur, Breivik dit s'être identifié à un kamikaze sur la voie de l'illumination. Jugé coupable et emprisonné, il continue aujourd'hui de méditer pour atténuer la portée de ses actes. Breivik a donc utilisé la méditation comme moyen de contrôle sur son esprit et d'exclusion de toute réaction qui pourrait l'empêcher d'atteindre son objectif. On pourrait à nouveau répondre qu'il ne médite pas de la bonne manière, mais le résultat est là. Cette personne utilise la méditation à des fins meurtrières, au service de ses croyances racistes. Loin de les amoindrir, la pratique a contribué à les cultiver. La faible efficacité des programmes de pleine conscience de 8 semaines, MBSR, MBCT ou autres, et l'importance des problèmes méthodologiques des études ne sont pas des informations nouvelles pour les chercheurs du domaine. Au contraire, c'est un phénomène bien connu qui a donné lieu à des publications scientifiques et a amené des pontes du Mind and Life Institute, comme le chercheur David Richardson, à admettre que les études robustes sur le sujet sont rares et que la qualité de la recherche doit s'améliorer. Tout d'abord, ce que les chercheurs appellent mindfulness renvoie à des visions différentes et même parfois contradictoires d'une étude à l'autre. C'est un problème majeur puisque ça veut dire que ce que l'on cherche à étudier n'est pas défini de manière claire. Comme je l'expliquais dans le premier volet de cette série, il n'existe pas de définition universelle de ce qu'est la méditation. Eh bien, pour la pleine conscience, c'est la même chose. Il n'y a pas d'accord, même large, sur le concept sous-jacent auquel elle se réfère. Dans certains cas, la mindfulness renvoie simplement à une faculté mentale à être conscient de la situation du moment, dans d'autres, à une pratique formelle de concentration sur le souffle ou autre objet d'attention.
C'est la raison pour laquelle toute étude qui parle de mindfulness doit être analysée de près pour déjà déterminer de quelle pleine conscience elle parle et savoir quelles instructions ont été données aux participants. En effet, même si la plupart des formations de pleine conscience sont dérivées du modèle MBSR de Jon Kabat-Zinn, leur intensité, nombre d'heures par jour, et leur durée, temps total d'engagement, varient très largement. De même, la définition de pratiquant novice, expert ou adepte est différente d'une publication à l'autre. Certaines recherches considèrent comme novices des individus ayant peu pratiqué avant l'expérience, jusqu'à quelques centaines d'heures parfois tout de même, tandis que d'autres n'y incluent que ceux n'ayant jamais pratiqué. Il n'est pas non plus systématiquement demandé que la personne ait suivi une formation pour être jugée compétente dans la pratique, ni qu'elle sache maintenir l'état de méditation plus longtemps que ce qui lui est demandé dans le cadre de l'étude. Bref, la confusion est grande et il serait temps que les scientifiques, les pratiquants, les instructeurs et les médias s'écartent du terme générique de méditation de pleine conscience et décrivent les pratiques de manière plus explicite, en indiquant l'état mental, le processus et les outils enseignés, pratiqués et étudiés. Outre le manque de définition claire de ce qui est étudié, la méthodologie employée est particulièrement pauvre, comme nous avons déjà pu le constater. Il n'est pas rare de voir des articles dont l'analyse se fonde sur moins de 20 personnes, dont les résultats ne sont pas comparés à un groupe contrôle, ne serait-ce que passif, c'est-à-dire de personnes qui ne font rien, et encore moins à un groupe contrôle actif, alors que c'est précisément ce qui permettrait de comprendre ce qui est attribuable à la méditation de pleine conscience et non à un effet contextuel ou placebo. Et ce n'est pas tout. La plupart de ces études ne sont pas randomisées, c'est-à-dire que lorsqu'elles prévoient un groupe contrôle, elles n'allouent pas les participants de manière aléatoire aux différents groupes étudiés, méditation, autres activités ou liste d'attente. C'est pourtant ce qui permettrait d'éviter que les effets observés ne soient en réalité liés aux caractéristiques personnelles des participants ayant été alloués au groupe de méditation. De manière générale, les études ne proposent pas non plus de suivi des résultats au-delà des 8 semaines de programme, n'évaluent ni la fidélité au traitement, ni les effets indésirables. Elles se fondent sur l'auto-évaluation des participants avec tous les biais que cela induit, et pour finir en beauté, très souvent, elles sont signées par des auteurs fervents promoteurs et organisateurs de retraites de méditation et bénéficient de financement du Mind and Life Institute, think tank de diffusion de la pratique. Ça fait beaucoup. Il y a un moment déjà, en 2002, une étude alertait sur le manque de sérieux de la recherche sur la pleine conscience, incluant, je cite, « des affirmations d'efficacité pouvant être exagérées ». Au fil des années, des chercheurs ont signalé les interprétations simplistes de certaines études concernant les phénomènes neurocognitifs et affectifs, ces informations trompeuses ayant entraîné, je cite, « une urgence sociétale injustifiée à entreprendre des pratiques de pleine conscience ». Et effectivement, depuis plus de 30 ans, malgré le fait que les articles scientifiques montrent des résultats limités et utilisent une méthodologie particulièrement peu fiable, leurs auteurs enrobent les chiffres de phrases spéculatives sur le potentiel de la mindfulness et emploient couramment l'expression « des résultats prometteurs ». Sans doute espèrent-ils que cette formule fourre-tout leur apportera visibilité médiatique et nouveau financement. On pourrait espérer que les choses se soient améliorées avec le temps. Mais les études récentes ne font pas mieux. Une revue systématique de la littérature publiée en 2017 montre que la recherche sur la pleine conscience n'a pas montré de rigueur accrue depuis 2000. Seuls 9% des études ont recours à un groupe contrôle actif et seuls 1% sont conduites hors des laboratoires de recherche, ne permettant donc pas de savoir ce que peut donner la conduite d'un programme de MBSR ou MBCT dans un contexte clinique classique. L'article conclut « À certains égards, ces résultats sont décourageants. Des efforts scientifiques et des ressources financières considérables ont été consacrés à la recherche sur la pleine conscience, engendrant une croissance exponentielle des publications dans ce domaine, mais les études ne deviennent en moyenne pas plus rigoureuses avec le temps. » Fin de la citation. Bien sûr, les biais plus ou moins conscients des chercheurs créant un gonflement des résultats peuvent s'expliquer par la difficulté systémique, y compris dans les plus grandes universités comme Harvard ou Oxford, à obtenir la poche budgétaire qui leur permettra de poursuivre leur activité l'année suivante. Les financements n'étant attribués qu'aux études ayant montré des résultats prometteurs. Il n'empêche,
La situation est préoccupante quand on sait que les traitements fondés sur la pleine conscience coûtent annuellement des milliards en soins de santé aux pays qui y ont recours. La tension monte en 2018 lorsqu'une quinzaine de chercheurs publient un article déplorant l'engouement généralisé pour la mindfulness et proposent des pistes très concrètes d'amélioration. Pour éviter les potentiels biais de confirmation et effets d'allégeance des chercheurs, les études devraient idéalement être conduites par des équipes pluridisciplinaires mêlant cliniciens, statisticiens, experts des différentes traditions de la pleine conscience, mais aussi des chercheurs sceptiques vis-à-vis des effets de la méditation. Par ailleurs, les études cliniques ne devraient plus seulement reposer sur les déclarations des patients et l'évaluation des cliniciens, mais intégrer des mesures d'efficacité biologique et comportementale. Encore une fois, j'insiste, l'idée ici n'est pas de dire que la méditation de pleine conscience n'apporte aucun bénéfice, mais que ses effets sont largement exagérés et que rien ne permet de justifier sa si grande popularité. Et pour celles et ceux d'entre nous qui en sont satisfaits, aucun problème. Mais gardons en tête que notre expérience personnelle et nos ressentis ne nous permettent pas d'identifier ce que l'on appelle en science les facteurs confondants. L'amélioration de notre état peut être liée à beaucoup d'autres choses qui gravitent autour de notre pratique de la méditation. L'écoute de l'instructeur, la rencontre d'un groupe de personnes ayant des préoccupations proches des nôtres, l'attention que l'on porte à son bien-être, le changement de nos habitudes alimentaires, notre classe sociale, etc., etc. Soyons donc prudents et n'érigeons pas en preuve des vécus individuels. Je vous parlais dans la précédente émission des annonces concernant les effets de la mindfulness sur le vieillissement. Une étude menée en ce moment même par des grands noms de la recherche se penche sur le sujet. Examinons son protocole et ses premiers résultats. L'aventure commence avec une étude pilote réalisée sur 6 méditants experts, dont le moine traducteur Mathieu Ricard. Celle-ci montre des différences fonctionnelles et anatomiques au niveau du cerveau et suggère un vieillissement cérébral moins prononcé que la moyenne. Pour déterminer si ces résultats sont spécifiquement liés à la pratique de la méditation, l'équipe décide de monter un protocole randomisé avec un échantillon plus large de personnes âgées. Le projet Medit Aging, connu sous le nom public de Silver Santé, postule au financement de la Commission européenne et obtient 7 millions d'euros. Mené par l'INSERM, Institut national français de recherche médicale, et impliquant 11 partenaires dans 6 pays européens, c'est l'étude sur la méditation la plus vaste au monde concernant le vieillissement. La coordinatrice du projet, Gaëlle Chetla, est directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste de la démence et de la maladie d'Alzheimer et elle-même méditante. Elle collabore avec Antoine Lutz, lui aussi directeur de recherche à l'INSERM et méditant. Co-auteur de dizaines d'études sur la méditation, il sera spécifiquement en charge de l'axe méditation du protocole. Pour favoriser la communication avec les médias et le grand public, sont nommés ambassadeurs du projet Silver Santé Jean-François Lemoine, médecin et chroniqueur santé, et Mathieu Ricard, dont il est précisé qu'il a obtenu un doctorat en biologie moléculaire avant de devenir moine. Un film documentaire suivant le processus de recherche est également coproduit avec les chaînes de télévision suisses RTS et franco-allemande Arte pour une diffusion en 2024. L'étude porte donc sur 137 personnes de plus de 65 ans en bonne santé, suivies sur 18 mois. Elle cherche à établir si une intervention non pharmaceutique, comme la pratique de la pleine conscience et la méditation compassionnelle, peut avoir un effet protecteur sur la santé mentale et le bien-être des personnes vieillissantes, notamment en limitant les facteurs de risque psychoaffectifs tels que la dépression, l'anxiété ou le sentiment de solitude dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Le recrutement des personnes novices s'est fait à Caen, en France, au travers de conférences sur le vieillissement. 3 groupes ont été constitués avec assignation des participants par tirage au sort. Un groupe suivra pendant 9 mois le programme de mindfulness MBCAS, spécifiquement adapté aux personnes seniors, à raison d'une séance collective par mois et d'une pratique journalière de 20 minutes chez soi, puis un programme de 9 mois de méditation d'amour bienveillant et de compassion. Le deuxième groupe suivra des cours d'apprentissage de l'anglais pendant 18 mois et le troisième groupe restera sur liste d'attente.
Pour comparer l'impact entre les 3 groupes, Gaël Chetla procède à des examens sanguins permettant de quantifier l'état de santé général, le stress, le vieillissement et le risque de maladie d'Alzheimer, des examens comportementaux avec des tests cognitifs sur l'attention et la mémoire, des questionnaires sur le passé des participants, vécu, nourriture, activité cognitive et physique, des questionnaires et mesures objectives de la qualité de sommeil, des mesures cérébrales par IRM pour analyser les éventuels changements de volume des structures cérébrales et des examens d'imagerie spécifiques sur le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. En résumé, on a ici une étude randomisée avec un groupe contrôle actif et un groupe contrôle passif, limitant les écueils de l'auto-évaluation par une batterie de mesures objectives biologiques, psychologiques et comportementales. De très bons points donc. En revanche, 3 aspects peuvent induire des biais importants. Le recrutement des participants s'est fait par publicité, au travers de conférences publiques, ce qui introduit un biais en faveur de personnes plus motivées, plus actives physiquement et cognitivement, et avec un bon niveau socio-éducatif. Ensuite, l'échantillon total a été réparti en 3 groupes de 45 personnes, ce qui reste modeste. Enfin, le groupe contrôle actif avec cours d'anglais ne permet pas de savoir si une supériorité éventuelle du programme de mindfulness serait due à un effet contextuel ou au programme lui-même. L'apprentissage d'une langue neutralise certes les effets généraux comme l'effet de nouveauté et sollicite les compétences cognitives des participants, mais il ne cible pas les mêmes processus que le groupe de méditation, à savoir l'attention focalisée, la conscience corporelle et la compassion. Lors d'une table ronde organisée à l'occasion de la sortie du film documentaire, Antoine Lutz explique « Avec des outils comme la pleine conscience, on va développer cette capacité d'observer le mental, ses biais de jugement sur soi et sur les autres, et d'arriver à une sorte de décentrage par rapport à ces biais pour qu'il y ait une plus grande flexibilité, une capacité à intégrer les choses en soi-même avec moins de jugement, de biais négatifs, et ce faisant peut-être prendre conscience d'autres qualités qui étaient déjà là. Le deuxième point, c'est de cultiver les qualités de bienveillance, de compassion, donc d'ouverture vers l'autre, de sensibilité à un intérêt pour les autres, qui va quelque part permettre aux gens de se sentir connectés et en lien avec leur environnement. » Fin de citation. Ici, le chercheur présente les choses comme s'il était acquis que la méditation de pleine conscience permettait d'observer ses biais de jugement, d'acquérir plus de flexibilité mentale, et que la méditation compassionnelle permettait de cultiver la bienveillance et l'altruisme. Or, nous l'avons vu, rien ne permet d'affirmer de telles choses. Ce type de discours, semant la confusion, est malheureusement classique chez les promoteurs de la mindfulness, y compris chez les chercheurs. Mais concentrons-nous sur les données collectées au terme des 18 mois de cette expérience. De manière générale, les participants ont adhéré au processus et peu se sont rétractés, ce qui indique qu'ils ont suivi convenablement le traitement qui leur était proposé. C'est une bonne chose. En 2022, une publication dévoile les premiers résultats de l'expérimentation. Concernant l'imagerie cérébrale, l'étude des différentes régions du cerveau comme le cortex singulaire antérieur et l'insula, modifiables par entraînement mental et sensibles au vieillissement, ne montre aucun résultat significatif en faveur de la méditation ou du cours d'anglais. De leur côté, les auto-évaluations des participants montrent une augmentation faible mais statistiquement significative de la régulation de l'attention par le programme de méditation, qu'on ne retrouve pas dans le groupe d'apprentissage de l'anglais. Les capacités psycho-affectives, quant à elles, n'évoluent pas de manière significative. Dans ses quelques interventions publiques, Gaël Chetla a du mal à cacher sa déception, puisque les modifications les plus attendues pour un impact sur la maladie d'Alzheimer concernaient précisément les modifications cérébrales et l'amélioration des capacités psycho-affectives. Elle en conclut que 18 mois d'entraînement ne sont sans doute pas suffisants pour obtenir un effet sur le cerveau comparé aux 40 ans de pratique des méditants experts. J'aurais envie d'ajouter, ou peut-être que, compte tenu du mode de vie bien particulier des moines bouddhistes, l'effet constaté chez les méditants experts n'est qu'une corrélation et n'a pas de lien spécifique avec la méditation. De son côté, Antoine Lutz, confronté à des résultats statistiquement non significatifs, trouve le moyen de les valoriser en parlant de tendance et en y voyant des résultats très prometteurs. Début 2025 paraît un deuxième article en lien avec cette expérimentation et donne ses conclusions sur de nouvelles données biométriques. Les analyses sanguines ne montrent pas d'effet sur la longueur des télomères de l'ADN,
comparé au groupe contrôle de cours d'anglais. La chose est donc une fois de plus confirmée, on ne peut pas attendre de la méditation qu'elle ait un effet rajeunissant sur nos cellules. On l'a vu, l'adhésion des participants à l'étude Silver Santé était haute. Pourtant, l'abandon de la pratique de la méditation est un facteur récurrent, et comme pour tout traitement qui n'est pas réellement suivi, cela doit interroger sur son efficacité finale. Pourquoi former une personne pendant 8 semaines si elle abandonne la pratique dans les mois qui suivent ? À ce sujet, on peut supposer que l'étude Silver Santé est victime d'un autre biais important. Le contact régulier avec l'équipe de recherche et les séances de groupe pendant 18 mois ont sans doute eu un impact majeur sur la pratique à long terme, par la création d'un lien social autour d'un projet commun vertueux qui fait avancer la science. Gail Shetla le dit elle-même, les participants se sont énormément investis dans cette aventure. Mais 2 ans après, tous ne pratiquaient plus forcément la méditation régulièrement. Difficile donc, encore une fois, de généraliser les quelques résultats positifs obtenus dans le laboratoire de recherche de Caen hors du cadre clinique classique. Parallèlement à l'étude Silver Santé, une application mobile a été développée avec une même combinaison de MBCAS conçu pour les seniors et de méditation compassionnelle. Proposant une ergonomie adaptée, un accompagnement journalier avec avatar facilitateur et des séances collectives en visioconférence avec un enseignant, elle est présentée comme scientifiquement prouvée. À ma connaissance pourtant, aucune étude n'a montré les effets d'une telle application. Concernant l'utilisation si populaire aujourd'hui des applications mobiles, une étude réalisée sur des personnes ayant opté pour un abonnement d'1 an à l'application Calm montre qu'elles ont, pour plus de la moitié d'entre elles, abandonné l'application en l'espace d'1 an. Et pour celles qui ont poursuivi, leur durée moyenne de pratique était de moins de 4 minutes par jour. Au-delà du cas saisissant des applications mobiles, des voix s'élèvent contre la démarche même des programmes fondés sur la pleine conscience et l'effet de mode dont ils jouissent. Les critiques ont un mot pour le dire, Mac Mindfulness. Survendue et transformée en bien de consommation, la pleine conscience bouddhiste a été réduite à une technique utilisable à toutes les sauces et s'est infiltrée dans les moindres recoins de notre vie contemporaine. Santé physique et mentale, bien-être, sport, travail, alimentation, parentalité, etc. Autre aspect qui les gêne aux entournures, dans la tradition bouddhiste dont est issu le programme MBSR et ses variantes, il est dit et répété que la méditation, pour être pratiquée correctement, doit être dénuée d'attente. La voir comme un remède, comme une façon de mieux faire ou de mieux être, est en opposition complète avec le concept même de pleine conscience. Certes, l'observation de ces sensations corporelles peut stimuler l'interoception, ce sens qui nous informe sur notre état physiologique par la sensation de faim, de soif, la température corporelle ou le rythme cardiaque, et par là même agit sur nos pensées et nos émotions, potentiellement vers une meilleure santé. Mais les pratiquants assidus savent bien que la méditation de pleine conscience peut aussi faire émerger sans préavis une sensation de désorientation, de vide ou d'extrême souffrance. Pas exactement ce que l'on attend d'une pratique médicale ou de bien-être. Finalement, la mésinformation flagrante sur les résultats réels de la méditation de pleine conscience et la pauvreté méthodologique des études réalisées sur le sujet peuvent aboutir à léser, tromper et décevoir le public comme les professionnels de santé sur les bienfaits, les coûts et les perspectives d'une méthode proposée comme éprouvée et prometteuse. Comment et pourquoi, en présence de bénéfices aussi modestes, la méditation de pleine conscience est-elle devenue si populaire, portée par des personnes influentes et éduquées ? Nous aurons l'occasion d'explorer cette question dans une enquête aussi importante que palpitante sur le lobbying intensif mené par le mouvement de la pleine conscience depuis presque 30 ans. Mais avant cela, nous nous intéresserons à un sujet quasiment jamais abordé, les effets indésirables de la méditation. Et il y a de quoi dire, vous verrez. Pour vérifier mes propos et creuser les sujets abordés dans cette émission,
Des ressources sont à votre disposition sur la page de l'émission sur metadechoc.fr. Vous y trouverez notamment les études citées et à nouveau des articles de l'excellent vulgarisateur Freebinder. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.